Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Des chiens errants sur des tas de gravats, des habitants qui continuent de s'interroger, d'autres qui n'en reviennent toujours pas. C'est tout ce qui reste de Wulakodji, une semaine après le passage des bulldozers sur l'un des plus anciens quartiers de Cotonou. Cette opération de démolition des baraques des pêcheurs sur la plage a été décidée par le préfet et fait partie du projet de déguerpissement voulu par le président Patrice Talon. Une mesure que ne comprennent pas les désormais anciens habitants de Wulakodji. Nos ancêtres, les premiers occupants de la terre, que ce soit ici, en bordure de mer ou dans la brousse, ne l'ont pas acheté. Pourquoi quand il s'agit des peuples Ouloua qui vivent au bord de la mer, on dit qu'ils sont sur des domaines publics? Les déguerpis n'avaient pas de titre de propriété et ont assisté impuissants au spectacle de démolition de leurs logements. Selon eux, environ 120 foyers ont été touchés. Beaucoup ne savent plus où aller. Mes petits-enfants et moi dormons dans l'école d'à côté. Mes effets sont perdus et je voudrais que l'État nous trouve une solution. Une solution de relogement, jusque-là, pas encore à l'ordre du jour. Le gouvernement ne s'est pas encore manifesté. Nous ne savons pas si ces personnes qui ont été déguerpies vont être relogées ou nous ne savons pas comment ça va se passer. En 2012, le gouvernement précédent avait déjà procédé à un déguerpissement à Wulakodji. Toutefois, les habitants sont revenus reconstruire et se réinstaller après le passage des bulldozers dans ce quartier vieux de plus de 100 ans, l'un des tout premiers de la capitale économique du Bénin. Ils se sont précipités à l'aéroport de Johannesburg avec leur famille et le peu de bagages qu'ils ont pu récupérer. Je suis content quand même parce que je vais dans mon pays. Bien que je n'ai pas pu accomplir ma mission ici, je pars. C'est mieux de rentrer chez moi vivant que mort. Après un processus de vérification biométrique effectué par le service d'immigration du pays, un groupe de Nigérians a embarqué à bord du vol gratuit d'Air Peace à destination de Lagos. Nous avions tous peur. C'est comme s'ils passaient de maison à maison à la recherche de Nigérians. Dans l'actuelle Afrique du Sud, l'apartheid continue toujours, sauf que cette fois-ci, il ne s'agit pas de ségrégation des Blancs ou des Noirs, mais de l'oppression entre frères africains. Au total, 640 Nigérians vivant en Afrique du Sud se sont inscrits pour prendre les vols offerts par la compagnie aérienne. Rose Uzoma, citoyenne de la République démocratique du Congo, a embarqué dans l'avion avec ses 5 enfants, laissant derrière elle son mari nigérian. Même si je ne suis pas nigériane, je suis heureuse d'être ici à Lagos avec mes enfants, car ce que j'ai vu en Afrique du Sud était terrible. Ces 4 derniers jours, je ne pouvais pas dormir à cause de la peur d'être tuée ou attaquée, et que mes enfants soient tués ou brûlés vifs. Je suis vraiment soulagée d'être nigérien en ce moment. L'offre d'Air Peace de rapatrier les Nigérians a été approuvée par le gouvernement d'Abuja qui avait haussé le ton face à la dernière vague de violences xénophobes en Afrique du Sud. Le président Muhammadu Buhari se rendra en Afrique du Sud le mois prochain pour rencontrer son homologue Cyril Ramaphosa. Les débats précédents se sont étalés sur 2 nuits, y compris ce face-à-face de juin diffusé par NBC News. 10 candidats se partageront donc la scène en une seule nuit à la Texas Southern University, une université historiquement noire à Houston. Certains candidats ont abandonné. Les autres, qui ont fait mauvaise figure dans les sondages ou n'ont pas satisfait aux exigences plus strictes en matière de collecte de fonds, ont été exclus, notamment le sénateur du Colorado, Michael Bennet. Le favori, Joe Biden, quant à lui, affirme être en mesure de battre le président sortant Donald Trump. Il sera accompagné de 2 candidats de l'aile gauche du parti, les sénateurs Bernie Sanders du Vermont et Elizabeth Warren du Massachusetts.
Kamala Harris de la Californie ainsi que les autres vont essayer de s'élever au-dessus de la clameur. Ceux qui ne font pas partie de ceux que je considère le top 3 à l'heure actuelle, Biden, Sanders et Warren, vont se battre pour obtenir un peu plus d'air, c'est-à-dire se battre pour avoir la possibilité de collecter plus d'argent pour augmenter leur popularité. Toujours selon l'analyste Jeffrey, l'attaque acharnée de Harris sur Biden a fonctionné la dernière fois. Cette fois-ci, la démocrate de Californie pourrait mettre en avant son projet de réforme du système de justice pénale qu'elle juge injuste envers les minorités et les jeunes délinquants. Les soins de santé, la violence acharnée, l'immigration, autant de points sur lesquels les démocrates s'accordent en général, mais pas sur les détails, et qui seront probablement évoqués au cours du débat. De toute évidence, le président Donald Trump sera une cible. Avec le limogeage du conseiller à la sécurité nationale John Bolton, certains parleront peut-être de signes d'un gouvernement en désarroi. En outre, cette semaine marque le 18e anniversaire d'un attentat terroriste contre l'Amérique. Les candidats se demanderont qui peut inspirer confiance et qui peut gagner les élections. Et Trump fera sentir sa présence, ne serait-ce que via Twitter. Cette fois, Donald Trump est le 11e homme sur la scène du débat, encore une fois. Le processus politique poursuit son cours dans le pays et les Américains maintiennent leur regard tourné vers les élections de novembre 2020. Nous sommes jeudi et qui dit jeudi à VOA LME dit santé et c'est avec Mouhamadou Oumfa. Bonsoir Mouhamadou. Bonsoir John. Aujourd'hui nous parlons de suicide, un phénomène qui reste très préoccupant puisqu'il fait plus de 800 000 morts chaque année et c'est ce que révèle l'OMS. Exactement John, on parle de 800 000 personnes qui se suicident par an, ce qui est l'équivalent d'un suicide toutes les 40 secondes et ce qui est effectivement préoccupant. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé considérait en 2016 que le suicide était l'une des plus grandes causes de mortalité chez les jeunes de 15 à 29 ans. Alors 800 000, ce chiffre serait d'ailleurs sous-évalué puisque de nombreux pays ne disposent pas toujours de systèmes d'enregistrement des données d'état civil de qualité qui puissent être directement exploités pour estimer les taux de suicide. Mais aussi, John, il faut le dire, très peu de familles déclarent que le suicide est la cause du décès lorsque ces gens meurent, ce qui fait donc effectivement, lorsque l'on collecte les données de suicide, alors on ne sait pas peut-être exactement le nombre de personnes décédées. Alors, Mouhamadou, est-ce qu'on connaît qui sont les personnes les plus exposées et puis les méthodes utilisées pour lutter contre, pour commettre, j'allais dire, les suicides? Les suicides, oui. On a une idée, John. Il faut dire que quelques réponses sont contenues dans le tout premier rapport mondial sur le suicide, ce rapport intitulé « Prévenir le suicide, un impératif mondial ». Alors, selon ce rapport publié en 2014 par l'OMS, il y a un lien établi entre le suicide et les troubles mentaux. En outre, de nombreux suicides ont lieu de manière impulsive dans des moments de crise face au stress, aux difficultés de la vie, tels que les problèmes financiers, une rupture, une maladie ou une douleur chronique. Et de plus, il y a les cas de conflit, les catastrophes, la violence, la maltraitance ou un deuil et un sentiment d'isolement qui sont fortement associés au comportement suicidaire. On pourrait y ajouter les groupes qui sont vulnérables parce qu'ils sont confrontés à diverses formes de discrimination. Alors, à propos des méthodes communément utilisées pour commettre ce suicide, le rapport de l'OMS parle principalement de la pendaison, l'usage des armes à feu, mais il y a également des cas de suicide dus à l'intoxication par les pesticides et par la consommation de certaines substances toxiques. Alors, Mouhamadou, prochainement, vous nous parlerez peut-être des stratégies pour prévenir le suicide, mais on va parler de vapotage. Oui, vapoter. Vapotage. Je vois que vous n'êtes pas un fumeur, parce que vapoter, c'est un terme que connaissent bien les fumeurs. Justement, on va en parler tout à l'heure, parce que le vapotage, qui, je le rappelle, consiste à fumer des cigarettes électroniques. Les personnes adeptes de cette pratique, il y a donc une mauvaise nouvelle pour elles, ces personnes-là, ici aux États-Unis. Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi une action contre les cigarettes électroniques aromatisées, des cigarettes qui seraient à l'origine des problèmes respiratoires, de graves lésions aux poumons et même de plusieurs décès. Les détails dans ce reportage de notre collègue Zlatica Oke, un reportage que j'ai traduit pour vous.
Le vapotage est de plus en plus populaire aux États-Unis et pour cause, vapoter est considéré comme une alternative plus saine au tabac. En outre, les arômes tels que la menthe, le bubblegum, la crème glacée ou les biscuits ont attiré les jeunes vers ces cigarettes électroniques. Seulement, fumer ces cigarettes est devenu un problème de santé publique. Après avoir utilisé ces cigarettes électroniques aromatisées, des adolescents de plusieurs États se sont retrouvés dans les hôpitaux avec des problèmes pulmonaires allant des difficultés respiratoires à de graves lésions pulmonaires. Le président Trump a donc annoncé mercredi que son administration se préparait à interdire ces cigarettes. Le vapotage est devenu un business lucratif sur une très courte période. Mais nous ne pouvons pas permettre que les gens tombent malades et que nos jeunes soient autant affectés. Selon Alex Azar, secrétaire américain à la santé, environ 8 millions d'adultes et 5 millions de jeunes aux États-Unis utilisent des cigarettes électroniques, un sujet d'inquiétude. Toute une génération d'enfants risque de devenir dépendants à la nicotine en raison de l'attrait et de la disponibilité de ces produits. Le secrétaire américain à la santé a déclaré que l'interdiction de vente affecterait tous les arômes de cigarettes électroniques à l'exception de l'arôme de tabac. D'ici au mois de mai 2020, les fabricants de produits de vapotage devront obtenir l'approbation de la Food and Drug Administration avant de les mettre sur le marché. Une décision qui rencontre l'adhésion de nombreux parents. Nous devons exiger l'interdiction de toutes ces cigarettes aromatisées car c'est l'arôme qui attire les enfants. Ils ne veulent pas juste de la nicotine, mais ils veulent les saveurs et ce sont ces saveurs qui sont clairement vendues aux enfants. La semaine dernière, le Michigan est devenu le premier État du pays à interdire ces cigarettes. Cependant, il est à craindre qu'elles ne soient vendues illégalement. C'est pourquoi les experts réclament plus de sensibilisation sur les dangers du vapotage ainsi que des efforts concertés pour dissuader les potentiels fumeurs. Voilà, Mamadou, je viens d'apprendre un peu sur le vapotage. Merci et on se retrouve la semaine prochaine. Et bonsoir à tous. Effectivement, Benjamin Moukandjo qui fait le chemin inverse. Le Camerounais fait son retour en France, libre de tout contrat après un passage en Chine. L'ancien capitaine de l'équipe du Cameroun s'est engagé en faveur de Lens en Ligue 1 après avoir laissé filer bien sûr deux éléments offensifs en toute fin de mercato. Le RC Lens a officialisé la venue de l'international camerounais de 30 ans qui sort de 2 saisons en Chine en 2017. Eh bien, Benjamin Moukandjo avait rejoint Jiangxi Sonning et avait été prêté la saison dernière au Beijing René. Les Sang et Or n'ont pas dévoilé la durée du bail du natif de Douala qui va évoluer dans son 8e club en France. Il est passé entre autres par Rennes, Monaco, Reims, Nancy ou encore Lorient. En basketball, 2e flop pour les Américains dominés par la Serbie au mondial. Choqués hier par la France en quart de finale, les États-Unis se sont inclinés pour la 2e fois dans cette Coupe du Monde, malmenée cette fois-ci en match de classement par la Serbie. 94-89, Team USA a subi la domination serbe dès le début de la partie, ne réagissant qu'en fin de match pour adoucir la sentence. Privée de podium, l'équipe serbe peut encore prétendre à la 5e place face aux vainqueurs de Pologne-République tchèque. Les Américains de Greg Popovich prendront, eux, le perdant pour la lutte pour la 7e place. On le sait, depuis hier, ce sont les Français qui ont brisé le rêve des doubles champions en titre américains. La France affronte l'Argentine en demi-finale demain et ne veut plus rien lâcher. Suivez. On est 12 joueurs qui ont faim. On recule devant personne et c'est vrai que j'étais dans l'émotion après le match, mais j'ai dit qu'on était des chiens de garde, quoi, parce que c'est vraiment notre mentalité sur ce tournoi-là. Et on veut vraiment bien faire en défense et surtout rester soudés. Nous parlons toujours de la balle au panier, mais cette fois-ci sur le continent. Direction le Maroc où la National Basketball Association, la NBA, a noué un partenariat avec l'Office chrétien des phosphates dans le but d'élargir les programmes de la NBA Junior League au Maroc et au Rwanda dans le cadre des activités mises sur pied pour lancer cette initiative. Un terrain de basketball a été inauguré cette semaine, un événement marqué par la présence d'une légende du basket, l'ancien joueur Ray Allen. Sabrina Hakim nous en dit plus.
C'est à Khilga, cité minière considérée comme la plus importante zone de production de phosphate au monde, qu'a été inauguré ce terrain de basketball dans le cadre d'un partenariat entre la NBA et l'OCP. Des centaines de jeunes de la ville se sont retrouvés pour profiter d'un événement riche en activités. Performances de hip-hop, de musique traditionnelle, mais surtout de basketball. Pour l'occasion, une superstar du basketball, Ray Allen, a fait le déplacement, ravi de cette initiative et heureux de rencontrer les jeunes de la ville. Il suffit de mettre en place le programme, à commencer par la NBA Afrique, avoir la ligue là où les enfants peuvent assister au basketball quotidiennement. Et je pense que vous allez avoir d'autres initiatives. Beaucoup d'entraîneurs des universités viennent en Afrique parce qu'ils savent que le continent regorge de talents, et ce, depuis plusieurs années. À travers ce partenariat, l'OCP renforce son programme Act for Community qui propose à ses employés de s'impliquer dans des projets de volontariat touchant à la communauté. Et aujourd'hui, donc, on est en train de lancer donc, un grand projet qui est une collaboration entre le NBA et l'OCP et qui va viser donc, à promouvoir la pratique du basket pour les jeunes de la région. Une initiative qui fait le bonheur des jeunes, ravis d'avoir un lieu pour se retrouver autour du sport. Ça m'a beaucoup plu d'être ici. Je ne pouvais jamais imaginer rencontrer des super joueurs de basketball. Les enfants de Khouribga vont pouvoir jouer et montrer leur talent. Ce partenariat s'étendra à différentes villes du Maroc, notamment Ben Rir, et également sur d'autres pays du continent. Au total, la NBA prévoit de toucher plus de 51 millions de jeunes cette année dans 75 pays par le biais de la Ligue. Voilà, le basketball donc qui s'étend sur le continent. On s'arrête ici pour l'espoir, on se retrouve demain. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous.